Qu'est-ce qu'il y a Bien, ben voilà. Renaud, vous Donc pouvez... le coup d'envoi, c'est parti. Oui, Le chronomètre est lancé. Pas de Donc problème. on va partir tout de suite. Donc sur ce deuxième débat, même principe, 40 minutes, et ensuite donc nous prendrons vos questions. On va donc se pencher sur un enjeu à la fois d'actualité et évidemment d'avenir, mais qui pèse de plus en plus sur nos sociétés et sur nos consciences, nos angoisses, là aussi, parfois, l'intelligence artificielle et ses enjeux, les enjeux qu'elle soulève pour l'avenir, avec pour en débattre à mes côtés Diana Filipova. Bonjour Diana, bienvenue. Vous êtes chef d'entreprise, écrivain, spécialiste des questions technologiques et du numérique. Vous êtes aussi vous défendez ce qu'on appelle l'économie collaborative. Et donc vous êtes d'ailleurs notamment dans votre déjà long CV passé chez Microsoft. Vous avez fait une partie de votre carrière chez Microsoft. Bref, l'enjeu de l'intelligence artificielle, évidemment, vous mobilise et vous préoccupe au premier rang. On va y venir dans un instant. Et puis, à ma droite, Francis Wolf. Bonjour Francis. Donc, vous êtes philosophe, professeur émérite à Normal Sup. Et on va tout de suite, je vais vous donner la parole en premier. Même principe, vraiment en 10 minutes, même 7-8 minutes, chacun maxi au début en propos introductif avant qu'on essaye de faire tourner la parole. Cette question de l'intelligence artificielle, je crois que c'est Francis qui va commencer, elle pose des tas d'enjeux, des tas de questions qu'on se pose, chacun en entendant d'ailleurs ses progrès ou la façon dont elle envahit, en tout cas pèse, influe sur nos sociétés contemporaines. Et elle crée une espèce de clivage, peu ou prou. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui le monde est en train de se diviser, pour résumer, entre les technophiles ou les technolâtres et les technophobes ? Oh, je crois que ça a toujours été le cas. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée de la part des organisateurs de ces 3 journées d'avoir prévu ce duo en fin de programme. Demain, l'humain, où voulons-nous aller ? Et il y a une deuxième question qui nous est posée, l'intelligence artificielle et après. Je crois qu'il faut lier les deux types de questions. Demain, l'humain, où voulons-nous aller ? Mais de quel nous s'agit-il ? Nous, alors évidemment, dans la phrase, on dit nous autres les êtres humains. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous ne savons plus exactement qui nous sommes. J'ai l'habitude de dire que dans l'Antiquité, les choses étaient simples. Il y avait 3 sortes de faunes. Il y avait au-dessus de nous, il y avait les animaux rationnels et immortels, les dieux. En dessous de nous, il y avait les animaux mortels et irrationnels, les bêtes. Et les hommes partageaient avec les bêtes d'être mortels. Mais ils partageaient aussi avec les dieux d'être rationnels. Et donc, nous savions nos limites. Nous savions que nous ne pouvions pas être immortels comme les dieux et que nous ne devions pas nous abêtir à être comme des bêtes. Bon. Et aujourd'hui, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on pourrait revenir peut-être, nous ne savons plus quelles sont nos limites. Et c'est pourquoi naissent des utopies ou des mythes. D'un côté, le mythe transhumaniste qui voudrait faire de nous des dieux immortels, et le mythe animaliste, la mode végane, qui dit au fond nous sommes des animaux comme les autres. Et ces deux caricatures de ce que nous pourrions être ou de ce que nous croyons être rejouent en effet quelque chose comme une lutte, je dirais presque non pas éternelle, mais enfin une lutte constante entre technophiles, ou technolâtres, ou technoprophètes et technophobes. Je crois que sans doute depuis le feu, il y a cette lutte entre les deux. D'un côté, vous avez ceux qui disent l'homme est un héros prométhéen, il a conquis la nature, et il n'y a pas un territoire de la terre qu'il n'ait su peupler. Il est né sans chaussures, il s'est chaussé lui-même, il est né sans abri, il a construit ses logements, il est né sans armes, il a fait ses armes pour lutter contre ses prédateurs. La nature lui envoyait des maladies, il a inventé la médecine et les analgésiques. Et puis, la nature l'avait doté d'une intelligence, il a su dompter l'intelligence et en faire des robots, et leur doter d'une intelligence artificielle pour accroître encore sa conquête. Et d'un autre côté, vous avez dit non,
Vous avez ceux qui disent non, au contraire, l'homme est un monstre faustien, pardon. Il n'est pas une espèce animale qu'il ne détruise, il a fait des airs, de la terre et des mers sa poubelle, il détruit chaque jour de nouvelles espèces et il a été capable maintenant de construire des robots qui, demain, non seulement détruiront la nature et la planète, mais qui le détruiront lui-même. Et je crois qu'on a entendu beaucoup de choses au cours de ces journées qui allaient dans les deux sens, et peut-être un peu plus du côté du deuxième sens. Alors, ma position sera assez simple. La technique en elle-même est neutre. Elle l'a toujours été. Platon disait c'est la même connaissance qui rend médecin et qui rend empoisonneur. C'est à peu près la même connaissance qu'il vous faut dans les deux cas. Je pense que le feu, ça sert à faire cuire les aliments, mais ça sert aussi aux incendiaires. Je pense qu'il n'y a pas de pire arme que l'arme nucléaire. Peut-être que certains disent que depuis 70 ans, elle nous a donné la paix dans une grande partie du monde. Enfin bref, l'intelligence artificielle, comment se débarrasser des mythes qu'il y a autour. D'abord, je crois, en se demandant que peut faire et que peut ne pas faire une machine. Prenons quelques exemples. Premier exemple, la voiture autonome. La voiture autonome, elle n'est pas tout à fait autonome. Elle est autonome au mieux comme une chauve-souris. Elle est un peu moins bien qu'une chauve-souris parce qu'elle a des capteurs et elle est capable de savoir où sont les choses de son environnement. Elle devrait pouvoir aussi un peu prévoir ce que va faire le piéton qui va traverser, va-t-il ou non traverser la rue. Donc voilà, des capteurs qui sont assez sensibles et elle transforme cet input en output, c'est-à-dire en décélération, je tourne, etc. Bon, ça lui donne une certaine intelligence, mais je dis un peu inférieure à la chauve-souris quand même. Bon, c'est pas très, très intelligent. Et en plus, il faut que des gens réfléchissent à des questions, parce que comme elle n'a pas de conscience morale, il faut que des gens réfléchissent à la question de savoir qu'est-ce qu'on préfère, tuer 10 personnes qui traversent la rue ou épargner le conducteur. Bon, là, c'est des questions auxquelles la machine ne peut pas répondre. Prenons un autre exemple dont il a été question hier. Le jeu d'échecs. Alors effectivement, grande date, Deep Blue, Kasparov est extraordinairement vexé. La machine ne l'est pas du tout d'ailleurs, elle est sans émotion. D'ailleurs, c'est ça que Kasparov a dit qu'il était vécu par une machine parce qu'elle n'avait pas d'émotion. Bon, l'émotion, ça a des avantages et des inconvénients, on y reviendra peut-être. Après Deep Blue, c'est vrai qu'il y a eu AlphaGo, on en a parlé, et puis même AlphaZero, qui a été une machine bien améliorée, qui en quelques heures était beaucoup plus forte que toutes les autres machines, parce qu'elle a appris à jouer contre elle-même des millions de parties. On n'avait plus besoin de lui mettre des bibliothèques d'échecs. Et puis après, il y a eu la grande victoire, qui a fait beaucoup plus de bruit encore aux États-Unis, qui est la victoire à Jeopardy. Jeopardy, c'est un jeu, vous savez, où on doit trouver des questions à partir de réponses qu'on vous donne. Bon, c'est des jeux d'érudition extrêmement fameux. Et Watson d'IBM a été capable de jouer et de vaincre les champions américains ou les champions du monde à Jeopardy alors qu'on lui parlait dans la langue naturelle. Et ça, c'est un progrès extraordinaire parce qu'on n'avait plus la langue de calcul, on lui parlait en anglais, elle répondait en anglais et elle battait dans le temps. Alors tout le monde a dit, c'est formidable, on a une machine qui parle. Alors je vais vous dire, d'abord, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que je vais vous donner des exemples que j'ai notés de choses que la machine qui, soi-disant, parle peut faire. Évidemment, elle peut répondre à des questions beaucoup plus difficiles que l'homme qui a découvert l'Amérique en 1492. Bon, très bien, elle trouve dans sa bibliothèque, quelque part, Christophe Colomb. Mais regardez, un enfant de 7 ans est capable de répondre à la question suivante. Aucune machine ne peut répondre à la question suivante. Les 2 représentants de la préfecture de police ont refusé de donner aux manifestants, j'ai cherché un exemple d'actualité, ont refusé de donner aux manifestants en colère une autorisation parce qu'ils craignaient la violence. Question, qui craignait la violence ? Les conseillers de la préfecture de police ou les manifestants en colère ? Alors un enfant de 7 ans peut répondre évidemment que c'est les représentants de la préfecture de police. Une machine ne peut pas comprendre parce qu'il y a
quelque chose dans cette langue naturelle, qu'on appelle une anaphore, peu importe, c'est que le « il » peut se reporter, du point de vue de la syntaxe de la phrase, peut se rapporter soit aux manifestants, soit aux représentants de la préfecture de police. Pour que vous compreniez cette phrase, aucune analyse syntaxique ne peut vous donner la réponse. Il faut non seulement que vous puissiez comprendre ce que fait la police, ce que font les manifestants, ce que les machines ne peuvent pas comprendre pour des raisons sémantiques, mais pire, c'est parce qu'elles n'ont pas l'interaction sociale de notre vie en société qui leur permettrait de comprendre ça. Je vais prendre encore un ou deux exemples. Il y en a une que j'aime bien. Attendez. Marie a veillé à bien remercier Anne pour l'aide qu'elle lui avait donnée. Vous demandez à la machine, qui a aidé l'autre, Marie ou Anne? La machine n'en sait rien. Un enfant de 7 ans sait que quand on a aidé quelqu'un, eh bien, on est remercié. Mais pour cela, il faut avoir une intelligence des interactions sociales, une intelligence des relations humaines que n'aura jamais la machine. Parce que la machine, elle calcule, mais elle n'a pas l'intelligence qui est infiniment plus importante dans la langue naturelle que dans la langue de calcul. Et elle n'a pas l'intelligence des interactions sociales que nous apprenons parce que nous vivons ensemble avec d'autres et que nous avons appris des choses auxquelles nous réagissons de façon très intelligente par ces relations qui sont le remerciement, etc., qu'une machine ne comprendra jamais. Alors il y a beaucoup d'autres choses que ne pourra jamais faire une machine, mais nous y reviendrons sans doute plus tard. Merci Francis Wolf. Donc Diana Filipova, quand on écoute Francis Wolf, on se dit que finalement ces machines ne sont pas si intelligentes que ça. En tout cas, que leurs capacités sont limitées et qu'elles le seront toujours. Qu'est-ce que ça engendre comme enjeu justement pour les hommes face à ces machines et face à ce qu'elles incarnent et aux enjeux de cette intelligence artificielle? Alors c'est une question très intéressante parce que aujourd'hui, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, on s'inscrit dans un contexte depuis 5 ou 6 ans où ce champ, alors c'est pas vraiment un champ de recherche, c'est pas non plus un champ commercial, c'est pas non plus totalement une idéologie. En tout cas, ce concept est extrêmement à le vent en poupe. Il est cité partout. On en parle comme du nouvel enjeu pour notre humanité. Mais il faut bien comprendre que ce n'est le cas que depuis finalement 2012, où il y a eu une percée, notamment grâce à Yann Lequin, qui est un des papas de l'apprentissage profond, qui a permis en fait à une machine de reconnaître une reconnaissance très très performante des images et du langage naturel. Mais avant 2012 et à partir des années 1960, où les chercheurs McCarthy et Minsky ont forgé ce champ de recherche qui est l'intelligence artificielle, en fait, c'était un champ de recherche scientifique dont le premier objectif était d'abord de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence humaine. En fait, le mystère principal, ce n'était non pas de comprendre ce qu'est une machine, comment fonctionne un robot, mais plutôt d'essayer d'approcher certaines fonctions différentes de l'intelligence pour essayer de saisir cet insaisissable qu'on a appelé l'esprit, la raison. Le concept de l'intelligence étant un tout petit peu plus récent dans l'histoire, même très récent. Et on pourrait dire qu'il a beaucoup dépendu des révolutions industrielles, puisque l'intelligence comprend aussi cette capacité computationnelle à produire, à fabriquer, etc. Donc c'est presque un concept productiviste. Mais c'est quoi l'intelligence? Eh bien, pendant ces 50 ans de recherche, premièrement, ce n'est pas du tout une recherche qui a été continue. C'était des ruptures, des effervescences, des promesses, suivies au contraire de désillusions. Il y a eu notamment un schéma qui s'est répété à plusieurs reprises. C'est des scientifiques de différents champs. Alors, il y a les linguistes, bien sûr, les scientifiques, les mathématiciens, les chercheurs en informatique, les chercheurs en cybernétique, un autre champ qui a beaucoup influencé l'intelligence artificielle, qui promettaient que tout d'un coup, dans les années qui viennent, on va atteindre une percée considérable dans le champ de recherche qu'est l'intelligence artificielle.
Cette effervescence, qui était basée évidemment sur des publications réelles et sur des tests tout à fait prometteurs, était suivie de financements massifs, ou conjointes à des financements massifs qui provenaient, alors avant les années 90, d'abord du gouvernement, et notamment aux États-Unis du DARPA. Ensuite, il s'avérait que les promesses très prometteuses n'étaient pas tenues et les financements s'asséchaient et le champ mourait. Et alors, il y a eu plusieurs refroidissements, comme ça, plusieurs gels dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Et puis, il y a eu beaucoup de querelles également. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, c'est d'abord des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, d'une part sur ce que c'est l'intelligence. Alors, vous avez à l'extrême un homme comme Laurent Alexandre, dont vous avez peut-être entendu parler des thèses, pour qui l'intelligence est essentiellement une capacité de calcul et pour qui, dans très peu de temps, nous allons tous être remplacés par des machines et que si aujourd'hui nous voulons maintenir cette concurrence face aux machines, aux robots, aux algorithmes, nous devons déjà investir dans l'amélioration de l'homme cybernétique, dans le fait d'avoir tous des extensions dans le cerveau, dans le corps, parce que de toute façon, les machines vont tous nous tuer. Alors, je ne veux pas vous cacher que moi, c'est pas très important, mais les chercheurs sérieux en intelligence artificielle ne prennent pas très au sérieux Laurent Alexandre. Et puis de l'autre côté, vous avez au contraire des chercheurs qui privilégient la transdisciplinarité, le fait qu'on ne peut pas approcher le concept d'intelligence en étant seulement en étant enfermé dans un domaine précis, et qu'il faut au contraire l'approcher de différents points de vue, notamment en matière de linguistique. Noam Chomsky, par exemple, a beaucoup influencé les recherches de Yann LeCun sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas par hasard, et que notamment une intelligence artificielle ne peut pas approcher l'intelligence humaine si elle n'est pas enserrée dans une corporéité. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Qu'il n'y a pas d'intelligence sans corps, qu'il n'y a pas de compréhension de l'autre sans intervention du corps et de l'intercorporéité, de l'intersubjectivité. Et que cela suppose qu'on ne s'intéresse pas seulement aux algorithmes, mais également comment ces algorithmes font s'incarner, s'infuser dans un corps potentiellement robotique. Ça, c'est un courant dans les années 80 qui est très important et qui a beaucoup influencé les recherches des années 90. Donc voilà, beaucoup d'affrontements. Je m'attarde un peu sur l'histoire, mais c'est important pour comprendre ça. Et puis, à partir des années 90 et des années 2000, il y a eu un petit renversement. Alors, un renversement scientifique, un renversement politique, un renversement idéologique. Scientifique parce que, comme je vous ai dit, l'intelligence, l'apprentissage profond, qui existait depuis les années 80, mais qui était un peu mort dans les années 90, a été remis sur le devant de la scène, a bénéficié de financement qui venait pour cette fois non pas forcément du gouvernement américain, mais des grandes entreprises technologiques qui commençaient à devenir extrêmement puissantes et qui finançaient notamment l'intelligence artificielle parce qu'elles y voyaient un intérêt pragmatique. Donc, pendant toute la durée des recherches sur l'intelligence artificielle, il y avait ces deux composantes, l'intérêt intellectuel, scientifique et l'intérêt pragmatique. Quelles sont les applications que l'intelligence artificielle peut avoir dans le monde commun? Eh bien, ce pragmatisme, il a, au fur et à mesure, commencé à prendre de plus en plus de poids, parce qu'il pouvait avoir tout simplement une application économique directe. Et si on regarde les 25 dernières années en matière d'intelligence artificielle, tous les progrès qui sont notamment été diffusés auprès du public l'ont été par les grandes entreprises technologiques. Aujourd'hui, Yann LeCun est à la tête du centre de recherche de Facebook. Si aujourd'hui nous voulons trouver vraiment un concentré d'intelligence artificielle extrêmement développé, il faut acheter un assistant personnel qui est produit par exemple par Amazon. Ce sont des concentrés de technologie extrêmement poussés. Donc il y a eu une économicisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu également un basculement de la réflexion sur la question du travail, la question de l'utilité de l'homme, de ce qu'on peut faire demain. Et avec cette idée que tous les champs, finalement, y compris l'intelligence, pourraient être considérés comme mis au service de la production, de l'économie, de la compétition entre nous. Et donc l'intelligence artificielle s'est inscrite dans ce débat de est-ce qu'on pourrait augmenter la productivité?
Est-ce que demain, on pourrait remplacer les hommes qui sont peu efficaces et font des tâches répétitives par des intelligences extrêmement poussées? Est-ce qu'on pourrait demain supprimer les médecins, les chirurgiens et avoir à la place des algorithmes ou des robots dont le taux d'erreur de diagnostic est beaucoup moins élevé? Alors, je peux vous dire que, par exemple, cette idée, dans les années 60, provoquait une indignation de la part des chercheurs, parce que c'était considéré comme des chercheurs en intelligence artificielle qui considéraient que cette perspective était complètement inutile, voire nuisible pour la conservation de l'humain. Et en fait, l'intelligence artificielle est passée d'un champ de recherche ouvert, sans réponse, à un champ économique, avec un objectif qui est, en réalité, aujourd'hui, plus ou moins idéologique. C'est pour ça que ce qu'on entend aujourd'hui sur l'intelligence artificielle se pose d'abord en termes moraux, en termes grandiloquents, et non pas en matière de questions sur ce qu'est l'intelligence humaine. Voilà. Merci Diana Fitopia. Merci beaucoup. Il y a deux aspects que j'aurais aimé qu'on aborde. Vous les avez évoqués tous les deux dans votre intervention, mais peut-être cette question justement des conséquences économiques que pose l'intelligence artificielle et de la robotisation. C'est une question qui peut paraître évidemment assez, qui revient de façon lancinante. En même temps, je pense qu'elle concerne directement les gens et qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent de ça. Et on a vu d'ailleurs, on s'en souvient pendant la dernière campagne présidentielle, un candidat évoquait une idée, une mesure qui a été reprise par certains, l'idée de taxer les robots, ce qui est une façon probablement d'entretenir une méfiance à l'endroit de cette robotisation et donc de l'intelligence artificielle. D'autres qui veulent leur donner des droits. On parle des droits des robots. Mais en tout cas, en gros, est-ce qu'effectivement la robotisation et le développement de l'intelligence artificielle, c'est une menace, y compris d'un point de vue économique pour les emplois? Est-ce que les robots demain vont nous piquer nos emplois? Est-ce qu'on peut imaginer que on peut tout à fait peut-être imaginer que l'année prochaine, d'ailleurs, un robot me remplace ici avec ce micro, mais pas vous, pas les intervenants. Un grand déplaisir, Renaud. Il serait peut-être encore plus strict, peut-être sur Exactement, sur le temps de parole. Voilà. Est-ce que cette dimension-là, est-ce qu'on peut effectivement redouter? Est-ce qu'il y a une bataille qui est engagée? Et est-ce que cette bataille ne prend pas encore un tour supplémentaire lorsqu'on voit ce qu'expliquait à l'instant Diana Filipova, l'économisation de l'intelligence artificielle à travers le poids des GAFA qui ont aujourd'hui la haute main sur cet avenir. Alors, concernant les conséquences sociales de cette révolution technologique, je ne suis pas le mieux placé. Hier, il en a été question entre les économistes, qui d'ailleurs sont en général en désaccord. Il y a ceux qui disent que ça va créer des emplois, d'autres qui disent que ça va en détruire. Donc, ils sont d'accord sur le fait que ça va à la fois détruire et que ça va créer des emplois. Mais vous disiez tout à l'heure, Francis, qu'en tout cas, il y a des tas de choses qu'ils ne pourront jamais faire. Il y a des tas de choses que l'on ne pourra jamais faire. Peut-être que Diana voudra dire exactement quel impact, de quel type de catégorie sociale sera le plus impacté. Chaque révolution technologique a détruit des emplois et en a créé. Je crois que les calculs qu'on a faits disent qu'en moyenne, toutes les grandes révolutions ont créé à peu près autant d'emplois qu'elles en ont détruit. Simplement, ça a à chaque fois réorganisé, évidemment, les classes sociales, les groupes sociaux. Et évidemment, on a désormais des tâches qui sont confiées à des machines et d'autres tâches seront demain confiées à des machines. Mais peut-être pour répondre indirectement à cette question, Diana complétera, je voudrais peut-être revenir aussi sur cette notion à tout faire, qui est cette notion d'intelligence. De l'intelligence, il y en a partout. Il y en a dans les robots, il y en a chez les êtres humains, il y en a chez les singes, il y en a chez les chauves-souris. En fait, il y a deux grandes définitions possibles de l'intelligence. L'intelligence comme capacité à agir intelligemment, c'est-à-dire à résoudre des problèmes. Et ça, les machines, avec leurs limitations, peuvent agir intelligemment, la voiture autonome, etc., d'une façon... bon. Et il y a penser intelligemment. Or, tout dépend de ce qu'on entend penser. Si on entend calculer, les machines calculent infiniment, enfin beaucoup mieux que nous, mais dès lors que l'on met sous le terme de penser quelque chose qui s'appelle la conscience, il y a une incapacité. Et quand j'entends par conscience, et ça a des conséquences importantes sur politique, idéologique, etc. Ce que j'entends par conscience, ça n'est pas la conscience morale.
J'ai dit tout à l'heure, il y a des avantages et des inconvénients à la conscience morale. Je ne sais pas si vous considérez que c'est un avantage, mais une arme sans conscience morale, c'est mieux comme arme. C'est-à-dire un drone ne tremblera pas au moment de lâcher sa bombe, alors que le gars qui a sa bombe pourra toujours hésiter. Bon, inversement, si vous dites, là aussi c'est un cas discuté, du point de vue du recrutement, puisqu'on parlait de problèmes sociaux, on dit il ne faut pas de discrimination à l'embauche pour vis-à-vis des Maghrébins, vis-à-vis des Noirs, etc. Vous ne pouvez jamais être sûr que le gars qui sera en face de vous, finalement, même s'il n'est pas du tout raciste, non, je ne suis pas du tout raciste, eh bien, il n'aura pas, en fonction du CV, le gars est né, il a fait des études à tel endroit, il porte tel nom, etc. Il va appliquer. Une machine, elle sera totalement sans émotion raciste, mais absolument pas. Donc si on lui dit de sélectionner au CV, en tenant compte d'aucune de ces... Elle sera neutre de ce point de vue-là. Alors dans certains cas, donc, ça peut être bénéfique de remplacer, si on veut se débarrasser d'une émotion qu'on n'aimerait pas avoir et qui persiste même chez des gens bien intentionnés. Bon, deuxième conscience dont il n'est pas question, ça n'est pas non plus forcément la conscience de soi. Les machines n'ont pas de conscience de soi, mais parce qu'elles n'ont pas de conscience du tout. Quelle est la conscience que nous avons, qui est la conscience animale? Je reprends quelque chose que disait Diana tout à l'heure. Incarner. Concevoir une machine qui bat un champion d'échecs, c'est pas difficile de la concevoir. C'est pas difficile de la réaliser. Concevoir une machine qui a mal aux dents, c'est impossible. C'est impossible. Et pourtant, c'est la conscience minimale, c'est-à-dire celle qui est dans notre animalité. Bon. Et alors, entre les deux, c'est-à-dire entre la conscience la plus élevée, intellectuelle, calculée, comme si c'était forcément l'intelligence la plus élevée, et la conscience de base, qui est la conscience d'avoir mal aux dents, ou la conscience émotionnelle, il y a le niveau intermédiaire, qui est celui dont on parlait tout à l'heure, qui est celui des interactions sociales qui est donné par la langue et qui, à mon avis, est assez différent de l'intelligence. C'est pour ça que les anciens Grecs parlaient de logos, qui signifie à la fois la raison et la parole, c'est-à-dire la parole échangée, la parole interactive. Et ça, une machine le mime, une machine limite, mais il y a un argument très fameux dans l'histoire récente de l'intelligence artificielle, qui est un argument d'un philosophe américain qui s'appelle John Searle, qui est l'argument de la chambre chinoise, c'est-à-dire que il imagine qu'il est dans une chambre à l'intérieur et qu'on lui passe des messages en chinois. Il est dans la machine et on lui passe à travers une fente des messages en chinois. Il applique les règles, toutes les règles syntaxiques pour transformer le chinois en français ou pour répondre à la question en chinois. Toc, 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 toc. Il envoie la réponse. De l'extérieur, on dit c'est formidable, la machine a compris. Or, il ne sait pas un mot de chinois. Il ne comprend pas le chinois. Donc, c'est un argument pour montrer qu'il n'y a pas du tout d'esprit dans la machine. Il n'y a pas du tout d'esprit dans la machine. Alors, je reviens peut-être, après ce détour, à cette question qui est la vôtre. Dans tout ce qu'il y a de proprement humain, il y a une insubstituabilité de l'humain, même si, dans certains cas, on préfère être un peu moins humain et confier à des machines des tâches que nous ne souhaitons plus ou que nous savons que nous faisons moins bien que certaines machines. Merci Francis. Diana. Alors oui, effectivement, je pense qu'on peut s'interroger un peu sur les conséquences alors, en termes d'économie, éthique, politique de l'intelligence artificielle et de ses perspectives. Pardon. Là, déconstruisons des mythes. Premièrement, en termes de ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui, on n'en est pas encore, mais du tout, au niveau d'une intelligence artificielle qui serait potentiellement générale. Donc ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte, qui pourrait remplacer, mimer, imiter l'esprit humain.
En fait, aujourd'hui, on est assez bon pour réaliser des tâches qui peuvent être extrêmement complexes, mais spécialisées. Mais l'intelligence générale, alors aujourd'hui, l'intelligence la plus poussée, elle n'atteint même pas le niveau du chimpanzé, en fait, sans parler des enfants. Alors, tous les gens qui ont des enfants, quand vous voyez la manière dont ils apprennent, je pense qu'on a du mal à croire à ce mythe de l'intelligence artificielle qui, tout d'un coup, allait remplacer l'homme. Mais est-ce qu'on peut imaginer atteindre ce niveau-là à un moment ou à un autre, et à quelle échéance? Ou est-ce que c'est de toute façon inimaginable alors qu'il est en l'état des connaissances? Je pense que c'est intéressant de parler de ce qu'on peut aujourd'hui et des perspectives demain, plutôt que d'imaginer peut-être à 100 ou à 200 ans. Quelques exemples. Aujourd'hui, quand on vous parle de la substitution du travail humain par les robots ou par l'IA, la plupart des intelligences artificielles aujourd'hui avec lesquelles vous conversez, par exemple les bots que vous trouvez dans certains messengers, ce ne sont pas des intelligences artificielles, ce sont des hommes qui sont derrière, qui vous répondent. Alors vous avez l'impression qu'il y a une IA qui vous parle. En fait, ce sont des travailleurs en Inde, dans les pays extrêmement pauvres, qui sont complètement sous-payés et qui aujourd'hui miment l'intelligence artificielle parce qu'ils sont beaucoup plus performants et beaucoup moins chers, puisqu'ils ne sont pas du tout protégés par le droit du travail, pour converser avec vous. La plupart des startups aujourd'hui qui se disent extrêmement développées en intelligence artificielle, ce n'est pas autre chose que cela. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes face à un agent conversationnel ou à un écho d'Amazon, donc ces objets qui conversent avec vous, vous avez l'impression qu'ils sont intelligents parce qu'ils font de l'humour, ils vous répondent, etc. En fait, tout ça a été écrit, a été composé par des gens, vous, pas forcément comme vous et moi. Souvent, ce sont des scénaristes qui ont été débauchés en fait de Hollywood, ou des poètes carrément, qui ont été débauchés par les grandes entreprises technologiques pour pouvoir écrire cette conversation. Donc, littéralement, c'est de l'humain plaqué sur du mécanique. Mais ce n'est qu'une imitation, ce n'est même pas une copie. On n'en est même pas là, quoi. C'est vraiment créer l'impression d'eux. Donc on n'en est pas tellement éloigné du turc mécanique, où vous avez l'impression de jouer un robot en fait, qui joue aux échecs avec vous, mais en réalité c'est un homme de petite taille qui est caché dans la petite boîte. On n'en est pas tellement éloigné, et surtout en matière de start-up qui vont tout révolutionner. Donc ça, c'est assez important. Je pense qu'il faudrait peut-être revenir sur cette question de qui aujourd'hui produit l'intelligence artificielle. Je parlais tout à l'heure de Yann Lequin, qui travaille pour Facebook aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui profondément me fait énormément souffrir, parce que c'est un des très très grands scientifiques et penseurs sur cette question-là. Aujourd'hui, en fait, il porte un discours qui est très intelligent scientifiquement, mais qui est relativement stérile du point de vue, par exemple, de la contestation de ce que Facebook représente comme danger pour notre sociabilité, pour notre société. Le danger, c'est pas l'intelligence artificielle, ce sont les GAFA aujourd'hui, et la façon dont ils menacent potentiellement. L'intelligence artificielle aujourd'hui est utilisée par les GAFA pour mieux vous vendre de la publicité. Donc il faut bien voir quelles sont les finalités de ce centre de recherche extrêmement complexe. De plus en plus singularisé. Exact. En plus singularisé, comme on l'a entendu pendant ces 3 jours, plus on singularise, plus on déshumanise, plus on s'approche vers une séparation qui est la négation même de l'humanité et du lien social. Donc la question de qu'est-ce qui rend aujourd'hui possible l'intelligence artificielle, c'est 2 choses. La loi de Moore, on n'en a pas encore trop parlé, donc le fait qu'on assiste à un doublement tous les 14 mois des capacités computationnelles des ordinateurs. Donc ce n'est pas une loi, c'est une observation qui, pour l'instant, est encore effective, mais qui demain pourrait être contestée par la réalité. Ce n'est pas une loi, c'est vraiment de l'expérience. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité gratuite d'une quantité massive et infinie de données que nous confions à ces entreprises technologiques via des services comme Facebook, évidemment, Google, enfin tout simplement quand vous allez sur l'ordinateur. Là aujourd'hui nous sommes, alors pas ici peut-être, mais filmés par des caméras qui vont reconnaître nos visages, etc. Donc tout ça, ça participe à cette énorme machine, parce qu'il faut bien comprendre que le deep learning, donc les réseaux, enfin l'apprentissage profond, qui est possible à plusieurs couches successives qui sont très élaborées d'analyse et de synthèse de la réalité,
elle n'existerait pas si on ne pouvait pas lui nourrir, nourrir cette intelligence artificielle d'une quantité infinie de données. Donc, en fait, on est, excusez-moi du parallèle, mais il n'est pas du tout anodin, on en est dans la même situation qu'avec les matières premières, que nous considérons comme gratuites et que nous avons toujours considéré comme gratuites. Il n'y a pas de prix, pratiquement historiquement, qui a été placé sur le pétrole. Bon, aujourd'hui, il se trouve qu'on est au bord du gouffre, donc on est obligé un peu de prendre cela en compte. Mais la donnée personnelle, outre du fait que c'est extrêmement énergivore, je pense que vous l'avez entendu également peut-être hier ou avant-hier, le réseau d'ordinateurs et tout ce qui est intelligence artificielle, ça consomme énormément d'énergie, hein, donc c'est très polluant. Et par ailleurs, on construit des avatars de nous-mêmes via cette consommation de données, via des entreprises qui sont privées et qui sont absolument pas aujourd'hui régulées absolument par personne. Donc, tous les catastrophes récentes, Cambridge Analytica, etc., qui ont montré que tous ces services sont assez peu sécurisés et pourraient résulter en une manipulation assez globale en fait, de l'humanité, elles ne sont pas anodines et en fait, elles correspondent à une très petite portion du risque qui pourrait être celui de l'homme. Enfin, je terminerai rapidement là-dessus. En fait, aujourd'hui, on ne cherche pas à comprendre, beaucoup de spécialistes d'intelligence artificielle ne cherchent pas à comprendre exactement ce qu'est l'intelligence humaine, mais plutôt de comprendre comment est-ce qu'on peut formater l'homme, le construire de façon un peu rationnelle, pour le rendre substituable. Donc, par exemple, quand on parle de tâches répétitives, anodines, qu'on pourrait remplacer par un robot ou par un algorithme, il faut d'abord avoir isolé cette tâche, l'avoir identifiée, l'avoir étiquetée en quelque sorte, et l'avoir qualifiée de inintéressante et remplaçable. Donc c'est toute une expérience, c'est tout un raisonnement qui va agir non pas sur la science, sur les machines, construire un nouveau champ de recherche, mais qui va prendre le réel et le mettre en nombre pour qu'il soit plus facilement remplaçable par une intelligence. C'est toute une vision de la société. Assez peu évolué. Donc moi, j'aimerais juste terminer sur cette citation de Georges Canguilhem, qui date de 90, dans Le cerveau et la pensée. C'est un colloque qu'il a fait en décembre 90. Que pourrions-nous avoir contre l'ordinateur si notre cerveau est lui-même un ordinateur? L'ordinateur chez soi, pourquoi pas, puisqu'un ordinateur est en chacun de nous. Un modèle de recherche scientifique a été converti en machine de propagande idéologique à deux fins. Prévenir ou désarmer l'opposition à l'envahissement d'un moyen de régulation automatisé des rapports sociaux. Et deuxièmement, dissimuler la présence des décideurs derrière l'anonymat de la machine. Donc, je rends hommage à mon époux qui n'a pas pu placer cette citation dans un article qu'il a écrit récemment. Donc je me permets de la rendre au monde ici. Merci. Et Francis Wolf, en fait, on en revient quand on voit la main de ces décideurs que vous citiez à l'instant, de cette privatisation potentielle, en tout cas de ces intérêts privés de ces grands groupes, des GAFA notamment qu'on a évoqués, etc. On en revient à la phrase de Platon que vous citiez tout à l'heure sur le fait que la technique est neutre et que la même connaissance, en tout cas, peut rendre médecin ou empoisonneur. Et là, il faut se méfier des empoisonneurs qui peuvent utiliser l'intelligence artificielle, oui, c'est ça? C'est un peu au fond ce qu'on a dit l'un et l'autre, c'est que faisons la liste de tous les fantasmes que l'on attribue à l'intelligence artificielle elle-même. Risque moral, les problèmes moraux que pose la voiture autonome. D'un côté, on nous dit qu'elle épargnera 1 200 000 morts annuels par an, mais d'un autre côté, dès qu'il y aura un mort, ça sera une catastrophe parce qu'on ne saura pas à qui l'attribuer. Problèmes politiques, domination américaine, Silicon Valley. Alors on parle beaucoup des GAFA, on parle un peu moins des BATX, qui est l'équivalent chinois. Menace sur la démocratie à cause de l'utilisation des big data. Poutine a dit celui qui dominera l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Risques sociaux, risque de chômage, croissance des inégalités sociales et planétaires, risque idéologique, le mythe de la singularité, le jour où les robots nous domineront, l'idéologie transhumaniste, etc. Quand on fait la liste de tous ces fantasmes qu'on attribue à l'intelligence artificielle, on se dit que le danger n'est pas l'intelligence artificielle, c'est plutôt la connerie naturelle. C'est-à-dire, je dirais, qui, selon les cas, a non inégalité sociale, inégalité planétaire, inégalité politique,
Et c'est cela le vrai danger, et plutôt que la technique elle-même. Voilà, surtout que la connaissance naturelle, la connerie naturelle que vous évoquiez à l'instant, en plus, elle a pour elle de réussir à concrétiser le mythe de l'éternité. C'est-à-dire qu'elle est éternelle. C'est-à-dire que ça, elle se renouvelle très bien, très bien toute seule, absolument. Diana, c'est ça le... Ah, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Diana Filipova et merci Francis Wolf. Alors, je pense que vous... Alors, attendez. Voilà, vous restez. Je redonne le micro à François. Non, c'est bon ?